Mon objectif, c'est de vous faire comprendre, de faire comprendre surtout, Mme Véro a ouvert la porte, hein, faire comprendre à nos élus l'importance du troisième acteur qui est l'écosystème. Les PME sont extrêmement dynamiques. Elle a déjà spécifié 99% des entreprises, c'est les PME. 67% des emplois proviennent des PME. 73% des nouvelles créations d'emplois proviennent des créations de petites entreprises. Parmi elles, je vais vous montrer par la suite, 5% des entreprises jouent un rôle majeur. Autour de 57% des emplois proviennent des gazelles. Les PME jouent un rôle extraordinaire. Sauf que seules, elles manquent de ressources par définition, elles ont une petite taille. Sauf que seules, si l'écosystème n'est pas là pour leur donner un coup de main, elles ne réussiront pas. Elles sont très créatives, mais elles ont besoin de support. Alors, c'est un peu l'objet que j'ai de mon propos, simplement une présentation, des choses que plusieurs parmi vous connaissent, mais c'est un rappel pour animer la discussion par la suite. Alors, encore une fois, ce que je veux démontrer qu'il y a trois acteurs, les entrepreneurs, l'organisation, l'entreprise, mais aussi l'écosystème qui joue un rôle majeur. Et c'est l'écosystème qui est le complément nécessaire. À l'époque, bon, ça fait des années que, ça fait 35 ans que je travaille sur les PME un peu partout, et à l'OCDE, 19 ans. On voyait surtout l'entrepreneur, on voyait surtout l'entreprise, et on parlait de milieu. Et finalement, le milieu, c'est l'écosystème, c'est-à-dire un milieu plus étendu. Vous allez voir d'ailleurs dans le dernier exemple que je vais vous donner, dans certaines régions, l'écosystème s'étend en dehors de la région proche pour aller chercher les ressources complémentaires. Alors, le premier acteur d'une PME, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui donne l'élan, la façon de gérer les choses, la façon de gérer le changement. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, dans nos études, on a travaillé, comme ça fait des années qu'on travaille sur le changement, sur l'innovation. C'était très clair quand on rencontrait nos entrepreneurs, quand on leur montrait des nouveaux équipements, comment ils devaient réagir. On distinguait les entreprises qui étaient prêtes à se lancer rapidement dans la créativité, dans l'achat de nouveaux équipements, la transformation des équipements. Et d'autres qui disaient, bon, je vais attendre qu'ils se cassent le cou. S'ils ne se cassent pas le cou, on embarque. Mais on en avait un 10 à 20 ou 30 qui étaient prêts à se lancer. Et encore une fois, ces entreprises-là étaient très bien branchées sur l'écosystème. Alors, l'entrepreneur joue un rôle majeur parce que on parle même de personnalisation. L'entrepreneur crée la culture de l'entreprise et la façon de voir le changement et la façon de le gérer, soit des entrepreneurs qui gèrent de façon très prudente ou des entrepreneurs qui sont des joueurs, qui sont prêts à se lancer et à précéder les autres et à prendre des risques énormément et à faire face à l'incertitude. Ce n'est pas le cas des grandes entreprises, hein, c'est d'énormes organisations. Je pourrais vous en parler longuement des grandes entreprises parce que dans nos travaux avec les PME, souvent, on devait faire le lien avec les grandes entreprises et le frein venait des autres, d'ailleurs. Juste pour vous donner une petite anecdote, je ne vous parlerai pas d'entreprise avec qui nous avons travaillé longuement, mais un des patrons qui me disait je ne réussis pas à faire comprendre à mes entrepreneurs, à mes employés, qu'il faut aider les sous-traitants à innover. Et je lui disais, oui, mais tu leur dis en même temps à tes employés qu'il faut avoir toujours le meilleur prix, donc diminuer les prix. Or, si vous allez chercher des produits toujours à meilleur prix, vous n'allez pas chercher des produits à innovation systématique ou à capacité pour innover par la suite. Donc, il faut augmenter la marge de manœuvre des PME. Et ça, on s'est battu continuellement dans nos entreprises, les relations entre les entreprises et les grands donneurs d'ordre, à comprendre que pour faire de l'innovation, il faut des ressources, il faut de l'argent, il faut le support, encore une fois, de l'écosystème. Alors, le deuxième acteur, évidemment, c'est l'organisation. Le patron n'est peut-être pas un ingénieur ou n'a peut-être pas de PhD, mais il y a du monde dans son organisation qui est très importante, qui joue un rôle majeur et qui complète son savoir et son expérience. Et je parle des caractéristiques de la PME.
justement parce que ces caractéristiques-là sont à la base justement de la capacité des PME à être créatives. Et la première caractéristique, c'est la flexibilité. Une petite entreprise est capable de se retourner rapidement, surtout avec la concentration sur un entrepreneur qui est capable, du jour au lendemain, de dire « on fait autre chose » ou on fonctionne autrement. Alors qu'une grande entreprise, on l'a vu, quand on travaillait pour une grande entreprise, on leur a demandé d'avoir la structure de l'entreprise, et ça nous a pris 6 mois de l'avoir. Et quand on nous l'a donné, on nous a dit « oui, mais dans 3 mois, ça va être autre chose ». Alors qu'une petite entreprise, il n'y a pas ces organisations, il n'y a pas cette bureaucratie-là qui est très, très lourde à faire évoluer. Et elles ont cette capacité, par rapport à l'innovation, de saisir les opportunités et d'agir rapidement. Donc, la flexibilité est très importante parce que l'organisation elle-même et les ressources humaines sont flexibles, c'est-à-dire elles sont pas spécialisées à l'encontre dans les grandes entreprises. Elles sont capables de faire plusieurs choses et l'entrepreneur est capable, encore une fois, de se retourner rapidement. Mais la deuxième, c'est la proximité. Et ça, c'est extrêmement important au niveau innovation. La proximité par rapport au personnel pour savoir sa capacité de réagir et sa capacité d'embarquer dans différents projets, mais surtout la proximité vis-à-vis du marché. Et vous savez, les spécialistes de l'innovation, que la source première de l'innovation, c'est le marché, c'est les clients qui veulent avoir quelque chose d'autrement, un produit, une autre couleur, un produit qui fait mieux. Donc, beaucoup d'idées viennent du marché et la plupart du démarrage des idées de créativité, ça vient de la clientèle. Et en particulier, à cause de la proximité, par le lien direct avec les clients. L'entreprise a une sensibilité beaucoup plus importante, beaucoup plus forte que dans la grande entreprise pour sentir les choses et obtenir de l'information tacite. Et Polanyi a très, très bien montré que l'information tacite, c'est l'information nouvelle qui permet d'aller plus loin. Et ça, c'est très vrai, même pour des moyennes entreprises. On travaille avec Usinotech, qui n'est pas très loin d'ici, qui a une centaine d'employés. Les deux patrons, d'ailleurs, sont continuellement et gardent continuellement des contacts avec certains des clients pour avoir justement cette sensibilité-là et en même temps être capable d'aller chercher l'information tacite, la nouvelle information, les questions ou les quasi-questions que les clients se posent pour avoir mieux. Et c'est ça qui fait démarrer la créativité. Alors que dans les grandes organisations, elles ont beaucoup de ressources, sauf qu'en même temps, il y a un problème de bruit, plus on est trop nombreux. Alors, c'est l'échelle de 1 que plusieurs connaissent, c'est-à-dire que pour pouvoir créer, il faut être à plusieurs pour contester nos idées, pour améliorer nos idées et trouver de l'information. Mais lorsqu'on est trop nombreux, le bruit augmente. C'est-à-dire que là, on se querelle entre les chercheurs parce qu'il y a telle théorie qui est meilleure que l'autre ou parce qu'on est allé à telle université. Et bon, là, c'est intéressant, entre 2 universités. Si les 2 universités sont différentes, ça permet, l'innovation vient de la contradiction, mais s'il y a trop de contradictions, on n'avance pas. Donc, c'est l'échelle de Hume. On considère qu'autour de une bonne équipe de recherche, entre 10 et 12 ou 15 personnes. Rendu à 20, ça commence à avoir trop de bruit, et 20, 25, on est plus capable, on perd un temps fou à développer un langage commun et à développer une compréhension commune. Et ça, on l'a montré d'ailleurs, il y a eu des études, moi j'ai travaillé à Sussex en Angleterre, et on a démontré que dans les études sur le cancer, pour trouver des solutions au cancer, à l'époque, ça fait une dizaine d'années, toutes les découvertes ont été faites par des petites équipes. Alors, on a beau dire, plus on met du monde, plus on va trouver. Au contraire, plus on plaît du monde, plus on multiplie le bruit, plus on freine l'innovation, on freine la créativité. Ce qui montre d'ailleurs, et ça, c'était très compliqué, parce qu'au début, quand on comparait les grandes et les petites entreprises, on comparait uniquement la recherche formelle, donc les équipes de recherche et développement, et on disait que les grandes entreprises sont sûrement plus créatives que les petites qui manquent de ressources. Or, pourtant, toutes les études, en particulier la grande étude à Sussex, on a travaillé sur 48 000 innovations sur une dizaine d'années, et on a montré que les PME étaient à la source de la plupart, autour de 80 des innovations. D'ailleurs, prenez le cas, il y a une étude qui vient de sortir il n'y a pas longtemps sur la pharmacologie. 80 des découvertes en pharmacologie dans les 10 dernières années viennent d'entreprises de moins de 25 employés.
La difficulté, d'ailleurs, avant qu'on en arrive à des conditions comme ça, c'est que les grandes entreprises, évidemment, finissent par dire on a fait une grande découverte, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont acheté la petite entreprise qui avait découvert, ou ils l'ont fait parce qu'ils ont travaillé avec les universités, et c'est les chercheurs de l'université qui ont trouvé, puis on a acheté le brevet, puis on l'a transformé. Mais on pourrait étendre ça, en tout cas pour la pharmacologie, c'est très, très clair, là. On en arrive à ces conclusions-là. Ça prend des petites équipes, ça doit prendre de la flexibilité, ça prend de l'informel, ça prend du tacite, ça prend du contact direct. Le contact direct, parce que, par exemple, quand on parle d'innovation, dans les grandes entreprises, on parle, par exemple, de l'ingénierie simultanée. Par définition, la petite organisation travaille en ingénierie simultanée. En même temps, il faut qu'elle pense au marché, elle pense à la production, aux machines, à la main-d'œuvre, au financement. Or, par définition, on n'a pas besoin de parler d'ingénierie simultanée. Les petites entreprises créatives travaillent en simultané, travaillent sur le complexe et travaillent avec beaucoup de capacité de créativité, à la condition que le troisième acteur soit dans le parti. Juste une parenthèse pour la page suivante. Ils sont très bons, hein, ça m'oblige à aller plus vite. Et très bien. Effectivement, il y a toutes sortes d'entreprises. Hein. On ne peut pas dire que toutes les entreprises sont créatives. Plus de 90% des PME sont créatives. 37% de la R&D, les derniers chiffres qu'on a au Québec, proviennent des PME, mais le reste, c'est de l'informel. Et l'innovation, ce n'est pas nécessairement du formel. Une autre entreprise ici avec qui on a travaillé près de Sherbrooke, qui a acheté pour vous donner un exemple, qui a acheté des robots. Chaque robot coûte $1 million. Et j'ai vu c'était des machines japonaises, et j'ai participé à des rencontres avec dans l'entreprise où les Japonais venaient étudier leur propre machine en disant « Non, nos machines ne peuvent pas faire ça ». Et pourtant, la machine, le robot était capable de faire beaucoup plus que la grande entreprise avait prévu dans la production de ces machines. Là, on voit l'ingéniosité, la capacité des organisations pour utiliser du matériel usagé, par exemple, pour en faire plus. Preuve en est, pourquoi les grandes entreprises, si les grandes entreprises, la fameuse théorie des économies d'échelle disait plus on est gros, plus on est meilleur, pourquoi les grandes entreprises auraient de la sous-traitance? La grande entreprise pourrait tout faire. Et pourquoi beaucoup de sous-traitants sont des petites entreprises? Et parmi ces petites entreprises, beaucoup ont acheté du matériel usagé ou des machines un peu moins modernes, et pourtant, elles sont capables de compétitionner les grandes entreprises. C'est justement parce que l'ingéniosité, la créativité, la capacité et le lien avec les machines et l'organisation. Un des entrepreneurs avec qui on travaille depuis longtemps, Plastique Gagnon, M. Gagnon, me disait toujours « Arrête de me parler des machines. C'est pas ça qui est important, c'est ceux qui utilisent les machines et qu'est-ce qu'on peut faire avec les machines. » Et ça, c'est extraordinaire. J'ai fini par comprendre ça, à force de poser des questions. Évidemment, quand on calcule l'ingéniosité, au départ, on calcule l'âge des machines, mais c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qu'on fait avec des machines et quel âge de la capacité de transformer les machines pour faire beaucoup plus. Donc, effectivement, il y a toutes sortes d'entreprises. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont très, très créatives. Ce sont les premières créatrices d'emplois. L'emploi, on est rendu à 63% des emplois proviennent des petites entreprises de moins de 250 employés. Et ça demande continuellement, toutes nos études à l'OCDE le démontrent, les petites entreprises sont le cœur de la créativité et le cœur du développement. Alors, mais par contre, à la fin, là, je précède celui qui contrôle l'acétate suivant. Le problème, c'est qu'effectivement, les petites entreprises seules sont capables de tout faire. Parce que, évidemment, le nombre de ressources et la qualité des ressources sont limitées. Donc, il faut que l'écosystème soit là, et en particulier pour aller chercher l'information. Un des éléments majeurs des petites entreprises, quand on calcule une petite entreprise de 25-30 employés, ils ont beaucoup plus d'employés que ça. C'est les employés qui proviennent des réseaux, les contacts. Des contacts, et en particulier, on distingue des réseaux à signaux forts des réseaux à signaux faibles. Les réseaux à signaux faibles, c'est les réseaux dont les contacts sont plus complexes parce que le langage n'est pas parfait. Il faut développer un langage commun. Il faut développer des façons de travailler avec les autres, et en particulier, parmi les réseaux faibles, les centres de recherche publics et les universités sont un élément majeur qui peuvent aider les petites entreprises à aller beaucoup plus loin. Et c'est là qu'est le lien qui est très difficile. C'est une de nos premières études. La première étude qu'on a faite à l'OCDE, ça a été sur ça.
comment les petites entreprises peuvent travailler avec les universités ou les collèges pour aller chercher de l'information complexe. Il y a 3 barrières fondamentales. D'une part, le langage. Le langage fait en sorte que la petite entreprise va avoir une réponse et pas une réponse trop complexe, alors que le chercheur, ce qui l'intéresse pour pouvoir écrire un article puis pour être cité, c'est avoir un langage complexe. La deuxième, c'est le problème de l'objectif. Nous, on est prêt à attendre 5 ans pour avoir la réponse extraordinaire et avoir le prix Nobel possiblement par la suite. Les petites entreprises veulent avoir une réponse dans 3 mois. Il va avoir une réponse, pas nécessairement la meilleure, mais une réponse parce que le temps joue un rôle majeur. Et c'est le 3e obstacle. Bon, vous savez très bien, nous, les chercheurs, on en a tellement par-dessus la tête qu'on dit oui, oui, on va le faire, mais on va le faire dans 6 mois. On va commencer dans 6 mois, puis on va trouver dans 3 ans. Les petites entreprises, encore une fois, il faut qu'elles aient une réponse très rapidement. Donc, il faut développer des façons de travailler ensemble, de façon que les chercheurs commencent à répondre à des questions que plus tard les entrepreneurs vont poser. Et ça demande une coopération de plus en plus importante pour qu'il y ait un langage commun qui se développe et qu'il y ait des liens qui se fassent. Donc, c'est ce problème-là, ou cette réponse-là que l'écosystème peut faire. Faciliter avec des courtiers informationnels, faciliter les relations entre les collèges, les universités et les entrepreneurs, créer des liens, créer des habitudes de se rencontrer. En passant, il n'y a aucune petite entreprise qui travaille avec les universités. Ils travaillent avec des professeurs, un tel professeur ou un tel autre chercheur dans l'université. Ils travaillent avec un chercheur qui travaille avec d'autres personnes dans l'économie. Ils travaillent avec des noms. On travaille avec des gens très précis, ces gens-là qu'on connaît leur capacité et qu'on connaît leur possibilité de nous mettre en contact avec d'autres personnes. En passant, il y a quelques années, un entrepreneur, pour faire la blague entre nos universités, m'a demandé une réponse pour un problème de plastique très avancé. Et je savais qu'il y avait quelqu'un, malheureusement, de l'Université de Sherbrooke, et non pas de l'Université de Trois-Rivières, qui connaissait ça, le plastique. Mais j'expliquais à l'entrepreneur en disant, c'est un chercheur. Alors, si tu l'invites à souper, il aime la bonne chair, du bon vin, il va t'écouter, mais il ne dira rien. Tu vas perdre ton temps. Invite-le une 2e fois, il va te poser des questions. Et invite-le une 3e fois, il va te donner des réponses. Et c'est ça, les chercheurs, la différence entre les chercheurs et les entrepreneurs. Bon, il l'a fait, effectivement. Ça lui a coûté, mettons, 300 $ par repas, 900 $ pour un repas très chic. Ça lui a coûté 1 000 $. En 3 mois, il y a eu la réponse. S'il a mis une recherche, ça lui a pris 3 ans et ça lui a coûté 25 000 $. Alors, mais c'est ça le contact, c'est ça les réseaux qui jouent un rôle majeur et c'est l'environnement qui permet ça. Donc, c'est ça l'objectif de nos délibérations, inclure le 3e acteur dans le développement, inclure les liens entre l'environnement, le milieu et la capacité des chercheurs et des entrepreneurs à innover. Alors, rapidement, parce qu'encore une fois, le temps m'est échu, 2 études. On vient de terminer, si ça vous intéresse, une étude on a comparé 97 MRC parce qu'on est rendu à 104, là, mais on a scindé quelques MRC, mais comme on avait des chiffres uniquement sur les anciennes, on s'en est tenu aux anciennes MRC. Et on a essayé de vérifier pourquoi il y a des MRC qui créent beaucoup plus d'emplois que d'autres. Dans l'emploi, on a pris uniquement 6 secteurs, là, les emplois créés dans le manufacturier, la finance, le transport, les communications, informations, le commerce de gros et les services aux entreprises. Et on a divisé, évidemment, on a pondéré ça par le nombre, par 1000 personnes, par la population dans les MRC. Et on trouve effectivement des MRC beaucoup plus efficaces que d'autres. Pour vous donner un exemple, en particulier, les MRC où la grande entreprise est extrêmement présente, bien, c'est les MRC les plus en retard. On vient de Trois-Rivières, et Trois-Rivières est extrêmement en retard. Shawinigan, Saguenay, Rouyn-Noranda et Sorel. C'est les MRC les plus en retard pour la création d'emplois dans ces secteurs-là.
pour une bonne raison, pas parce que les grandes entreprises sont méchantes, mais parce qu'elles freinent systématiquement l'entrepreneuriat, parce qu'elles offrent des salaires trop élevés, et la petite entreprise qui veut démarrer, ou bien l'entrepreneur finit par être un cadre d'une grande entreprise sans risque, ou bien, quand il démarre son entreprise, il ne peut pas trouver des employés ou conserver des employés avec les salaires qu'il offre au démarrage. Et troisièmement, les ressources sont orientées vers la grande entreprise. Surtout, bon, quand c'est une entreprise qui donne beaucoup de sous-traitance, ça compense, mais la plupart de nos grandes entreprises, c'est une entreprise primaire qui donne très, très peu de sous-traitance. Alors, on a montré que, bon, dans les variables, c'est sûr, la croissance de la population, la croissance des revenus stimule la création de petites entreprises, mais deux variables très intéressantes qu'on n'avait pas pensé. La première, surtout, on n'y avait pas pensé, la présence des migrants. Évidemment, on fait pondérer. À Montréal, ça représente peut-être 10 des nouveaux arrivants dans la population. Évidemment, à Chicoutimi ou à Belleville, c'est 2 ou 3 Alors, en le pondérant, on s'est aperçu que plus il y avait la part des migrants était importante, plus il y avait de création d'entreprises. C'est indirect, évidemment, c'est-à-dire que les immigrants, si elles sont bien acceptées, ça veut dire que la population est plus ouverte à des façons nouvelles de voir. Et en même temps, les immigrants apportent des nouvelles idées. On travaille pour une petite entreprise dans notre région où le directeur de production, c'est un Polonais qui est arrivé il y a 5 ans. On a travaillé avec lui. Au début, ça a été difficile. Mais à la longue, c'est devenu extraordinaire et c'est devenu un membre de la petite entreprise, c'est 25 employés. Alors, ça apporte des idées nouvelles. Et le deuxième, c'est la présence, justement, ce que je disais, les PME. Plus vous avez des PME dans une région, plus vous avez des chances de création de petites entreprises. C'est la meilleure école pour créer. On a beau faire ce qu'on veut à l'université pour stimuler l'entrepreneuriat. Si vous avez des petites entreprises, n'importe quel cadre qui arrive d'une petite entreprise comprend la complexité, la simultanéité des choses. Il faut penser marché, il faut penser production, il faut penser ressources humaines, il faut penser financement. Et quand on part, bien, on est obligé, on est pris avec ça. Alors, c'est pas surprenant que ça ressortit. Ce qui ressort, par contre, la page suivante, et là, j'en arrive à nouveau à l'écosystème, c'est qu'on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant, les variables quantitatives, et on a travaillé sur des MRC très semblables au niveau population structurelle, au niveau économie, etc. Et on s'est aperçu que l'écosystème joue un rôle très important, et en particulier pour développer du capital social et pour orienter les actions des entrepreneurs, pour les rendre plus conformes. Par exemple, un des MRC qui était encore beaucoup plus dynamique, l'idée dans la région, c'est de dire il faut trouver l'idée pour les entrepreneurs, c'est il faut encourager la sous-traitance dans notre région. Évidemment, ça stimule les choses. Et on peut trouver des ressources dans la région. Et on peut s'entraider entre nous. Alors, si je perds un employé momentanément, même un concurrent peut me donner un coup de main. Alors, l'atmosphère industrielle joue un rôle majeur. C'est Alfred Marshall, en 1890, qui disait, ce qu'on peut, à la fin, pour expliquer, il faut parler de l'atmosphère industrielle. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait que ça existe. Alors, pour terminer, le dernier acétate, c'est une étude qu'on a faite comparative en deux régions très différentes. On a analysé 14 entreprises en Gaspésie et 15 entreprises en Montérégie. Et si vous... La suivante. Oh, c'est pas facile, évidemment, à voir les chiffres, mais juste pour vous dire qu'on n'utilise pas... En fait, dans les deux cas, c'est autour de 50 des entreprises, on leur demandait, avez-vous, dans les 2 dernières années, développé un nouveau produit? Et prévoyez-vous, dans les 2 prochaines années, développer un nouveau produit? Alors, c'est autour de 50 Donc, elles sont semblables. Sauf que, oui, si vous regardez les chiffres, elles ne fonctionnent pas de la même façon. Évidemment, en Gaspésie, vous êtes obligé d'aller plus loin. Et vous êtes obligé d'aller dans des organisations de recherche pour compléter vos ressources parce que vous êtes beaucoup plus éloigné. En Montérégie, ce n'est pas la même chose. En financement, c'est beaucoup plus facile de trouver des financements. En Gaspésie, il faut aller chercher du financement à l'extérieur aussi. Mais le CLD est une ressource extrêmement importante pour faire le lien, alors qu'en Montérégie, on n'a pas eu l'impression que le CLD jouait un rôle aussi majeur que dans ces régions-là. Et Mme Véro a ouvert la porte, je termine avec ça, en disant...
Vous autres, au gouvernement, si vous êtes à Québec, à Montréal, arrêtez de penser Québec à Montréal et Montréal. Je pense que le problème des CLD à Montréal puis Québec, même sur les fermes, ça ne changera pas grand-chose. Il y a des centaines d'intervenants qui vont compléter ou qui vont remplacer. Mais en Gaspésie, sa Basse-Côte-Nord, en particulier parce qu'on vient de terminer une étude sur la Basse-Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, les CLD jouent un rôle majeur. Et vous irez faire un tour, si ça vous tente, Mme Verroux et tout le monde, parler à ces gens-là. Ils sont catastrophés. L'écosystème a besoin d'une cohérence, a besoin d'un soutien pour faciliter les choses, ces liens-là entre les petites entreprises et le milieu. Et le CLD jouait un rôle majeur et actuellement, là, c'est en train, dans beaucoup, ils vont fermer. Et ça va briser l'écosystème. Alors, je vous laisse avec ça. Vous avez 3 acteurs, l'entrepreneur, l'organisation, mais l'environnement joue un rôle complémentaire très, très important, et en particulier pour soutenir la créativité et pour soutenir l'innovation. Merci.